Et salutations à vous. Donc nous sommes à la quatrième partie du rapport de partie Comté à Star Trek Adventure. Donc pour faire un court résumé des épisodes précédents, donc Spock, Kirk et Uhura sont allés donc voir Eurydice, le régent Eurydice d'Everton. Eurydice leur avait demandé d'aller chercher un enregistreur vocal qui était détenu par le peuple des Krabins, un peuple autochtone, primitif de la planète Everton. Donc tant bien que mal, ils arrivent à récupérer, donc après des tractations, l'enregistreur vocal. Ils y rencontrent aussi un vieux xénobiologiste, Veris, qu'ils rapatrient en soins intensifs sur l'Enterprise. Spock mène des recherches sur l'enregistreur vocal, et là, grosse surprise, ce n'est pas du tout un enregistreur vocal, mais une bombe virale, un puissant humanicide qui peut donc tuer tout humain sur à peu près 3-4 km de diamètre autour de cette bombe virale. Donc, donc là, forcément, le capitaine Kirk n'est plus du tout en confiance avec Eurydice, car il ne sait pas du tout pourquoi il voulait cette bombe virale. Alors, donc, ils se sont décidés à explorer la planète Everton, la petite planète Lune qui est en orbite autour de Everton. Donc, ils se téléportent donc pareil sur la plus grande ville d'Everton. Et donc ils apparaissent au pied d'un gros mur en bois qui ceinture en fait toute une ville faite de bicoques et de maisons en bois. Très rapidement, à peine qu'ils se sont téléportés, il y a donc une population paysanne qui commence à ceinturer le petit trio. Et ils sont pas, bon, franchement hostiles, mais quelque peu tendus. Donc ils entourent le trio. Bien sûr, le trio ne comprend rien à ce qu'ils disent. Ils parlent. Alors, Uhura fait quand même un petit test d'insight plus science. Elle arrive quand même à percevoir que c'est un genre de patois. Très très vieux. De l'espèce humaine, de l'espèce terrienne. Peut-être des colons, il y a de cela un siècle ou deux, se sont posés sur cette lune, mais bon. Mais elle a du mal quand même à se faire comprendre et à être comprise. Mais elle calme un peu l'atmosphère, ils se rendent compte en fait que, je sais pas, peut-être qu'ils les avaient pris pour des gens vindicatifs ou dangereux. Et donc la population malgré tout se calme, mais par contre ils sont ceinturés d'habitants et d'habitantes. Donc ils sont habillés d'une manière très rustique du XVe siècle sur la Terre. Puis à un moment, un endroit du cercle de population autour d'eux s'ouvre, et il y a donc une personne en fauteuil roulant qui est poussée par une femme et qui s'avance. Bon, tout de suite, la population se tait. Apparemment, la personne doit avoir un certain statut. Et elle parle la fédération, elle parle le langage de la fédération avec franchement... donc elle parle le terrien avec une petite pointe d'accent, mais tout reste très compréhensible. Donc c'est un homme qui est dans le fauteuil, donc il est grand, d'une silhouette très maigre, âgé. Il a une barbe blanche et de longs cheveux aussi blancs, soyeux. Il a un visage très sec. Il inspire vraiment le respect et l'autorité. Donc il se présente, il est en fait le régent d'Everton, Gilles Baudin.
et il est fort surpris. Donc il présente aussi sa première conseillère, Anna. C'est elle qui tire donc le fauteuil roulant. Il remarque qu'elle a un bras cybernétique. La pauvre dame. Mais elle est habillée quand même richement, disons, de bonne facture. Et pareil pour Gilles. Ils ont donc apparemment vite compris qu'ils n'étaient pas des pirates. Ils s'attendaient à voir des pirates. Donc Gilles leur demande qui sont-ils. Donc bien sûr, le capitaine Kirk explique qu'ils sont des membres de la Fédération des Planètes Unies. Et tout de suite, le visage très crispé du régent se détend. Anna comprend aussi très bien apparemment le dialecte qu'utilise, donc la langue qu'utilisent Kirk et Spock et Uhura. Et elle traduit en fait ce qu'ils disent à la population aux alentours, qui elle aussi se détend. Donc ils avaient, donc Gilles leur raconte qu'ils avaient pour habitude de commercer avec des marchands qui viennent de la Fédération. Mais malheureusement, depuis quelques années, depuis qu'en fait une sinistre piratesse attaque Everton sans cesse et attaque tout marchand qui s'y pose. Donc ils n'ont plus de relations commerciales avec la Fédération depuis donc quelques années. Donc le régent leur propose de les accompagner, de les suivre jusqu'à sa demeure. Donc ils rentrent en ville. Donc ils voyaient quand même que la population est pauvre, harassée. La ville a subi apparemment des incendies multiples. Il y a plusieurs maisons qui sont délabrées, qui ne sont plus que des tas de bois noircis, carbonisés. Gilles raconte que c'est l'œuvre de la piratesse. Les pires, il l'appelle, les pires. Et cette piratesse s'attaque en fait à Everton depuis quelques années. Elle leur dérobe et leur pille l'ambre. L'ambre est en fait leur matière la plus précieuse, celle qu'ils vendaient aux marchands de la Fédération. Mais depuis que les pires saccagent et pillent leur ville, leur Everton, donc ils n'ont plus grand-chose. Ils commerçaient, bon, mais malheureusement. Ils avaient aussi des petites navettes spatiales assez anciennes qu'une famille ici, les Wescu, maintenait en état de fonctionnement. Ils pouvaient ainsi commercer avec. Ils s'en servaient aussi pour commercer avec Everton. Mais bon, les pires et son triste vaisseau noir. Alors elle a un vaisseau noir assez horrible qui tire des rayons enflammés. Et elle a tout détruit, quoi. Elle a détruit toutes les infrastructures et aussi ses petites navettes. Donc ils sont un peu coupés du monde. Donc ils arrivent dans une belle bâtisse, bon, en bois. C'est la demeure du régent. Donc le régent est très content de les accueillir. Il leur offre une petite collation de bienvenue. Donc le capitaine Kirk, quand même, se sent un peu obligé de discuter avec le régent. Il leur dit que, bien sûr, ils ont rencontré Orudis. Orudis dont ils ont de moins en moins confiance. Donc le régent Gilles leur raconte qu'Orudis a toujours été solidaire envers l'ancien pouvoir qui régnait sur Everton. Il a toujours voué une grande admiration pour la reine Norika. Gilles, lui, par contre, raconte que la reine Norika était affreuse, despotique, cruelle, qu'elle n'hésitait pas à tuer tous les opposants, qu'elle ne supportait même pas des paroles déviantes par rapport à son règne. Et que, par contre, la population d'Everton est incroyablement heureuse que ce règne despotique ait pris fin. À la fin de son règne, Norika, la régence a été mise en place. La régence donc par Orudis sur Everton et la régence par Gilles sur Everton. Par contre, Gilles ne souhaite pas du tout
le retour de Viala, donc la petite fille de Norica. Il garde d'elle une image d'une petite, d'un garçon manqué, arrogante, terrible elle aussi. Elle tenait beaucoup de sa grand-mère. Puis un jour, à la mort de sa mère, elle s'est enfuie parmi les étoiles. Un vaisseau spatial est venu la chercher. Un vaisseau spatial, un marchand qui faisait du commerce, est revenu la chercher un jour et elle est partie avec. Et depuis ce jour-là, ils n'ont plus jamais revu Viala. Et ils en sont aussi, bien sûr, très enchantés. Et bien sûr, Gilles souhaiterait que la fédération aide le peuple d'Evertan. Il promet sans aucune condition une installation de la fédération. Ils aideront du mieux qu'ils peuvent à la fédération à s'installer et feront tout pour l'accueillir à bras ouverts. C'est un peuple hospitalier qui rêve de paix et de liberté. Donc voilà. Et le capitaine Kirk a pris très chaudement ces paroles et a même indiqué que du fait de la détérioration de la confiance avec Orudis, il mettrait dans le rapport que donc le régent Gilles souhaitait l'installation sans condition de la fédération et il en est très honoré, très honoré et il espère que sa parole fera pencher la balance en faveur donc d'Evertan. Donc voilà, il discute avec Gilles, oui, il constate que vraiment ce peuple est très hospitalier et il souffre, oui, il souffre. Donc avec Anna, ils font un peu le tour de la ville. Il se raconte qu'il y a quelques années, bon, quand il commençait à commercer avec les marchands de la Hanse, donc un groupe, une corporation de marchands là, de la fédération, proche du système Everton, ils avaient commencé à acheter des choses, à acheter du matériel d'agriculture, des tracteurs, des remorques, des choses comme ça, et c'était pas mal, c'était vraiment une sacrée aide. Et depuis ce temps, ils rafistolent ce matériel qui est vieux maintenant d'une dizaine d'années, donc ils montrent encore ce qu'ils ont. Ce qui a été aussi plus ou moins sauvegardé de la terrible vindicte de la piratesse, les pires. Donc voilà, ils font un petit tour. Bon, c'est un peuple très entreprenant, très industrieux, très courageux même, parce que là c'est terrible. Alors oui, il relate que la forêt d'Evertan est incroyablement dense, épaisse et dangereuse. Il y a des espèces à l'intérieur qui sont des espèces même végétales qui sont toxiques voire mortelles pour les hommes. Donc quand ils se sont installés, ils ont le souvenir et ils conservent l'histoire que les premiers colons en fait ont, grâce à des engins de haute technologie, ils ont pu en fait faire une vaste déforestation d'une zone qui était déjà où la végétation avait apparemment avait du mal à s'installer d'une manière naturelle. Et donc après, les premiers colons ont enlevé cette végétation et s'y sont installés. Eux doivent se battre constamment, chaque année, pour que la végétation ne regagne pas du terrain. Voilà. Ils ne savent rien trop de ce qui vit dans la forêt. Pour eux, en tout cas, c'est de toute manière très dangereux. Donc ils n'y vont pas. Et ils font en sorte que la végétation ne gagne pas. Mais depuis quelques années, ils ont bien du mal à réaliser ces tâches. Et déjà, la végétation regagne les limites du domaine humain d'Evertan. Donc, Capitaine Kirk est très content donc d'avoir discuté avec tous ces jeunes-là. Kirk Spock aussi, donc même Uhura est très satisfaite de ce premier rapport et donc bon, ils vont rentrer sur l'Enterprise, ils sont très contents, ils disent donc aux régents que tant que le vaisseau Enterprise est autour de l'orbite, ils aideront et je pense qu'ils n'hésiteront pas à empêcher donc cette piratesse, les pires, à attaquer leur planète. Donc ils allaient, donc
le capitaine Kirk allait demander une téléportation donc à Sulu. Bon, après, il prenait son communicateur. Et juste à ce moment-là, Anna demande à leur parler en privé. Bon, donc ok, le capitaine Kirk bien sûr accepte. Pareil, ils vont dans un endroit. Bon, pareil, ils marchent un peu dans la ville et puis ils vont dans un petit parc discuter. Donc Anna leur dit que en fait elle a un terrible secret qui la ronge depuis des années. Elle voue vraiment un profond respect, une profonde amitié envers Gilles qu'elle ne peut pas décevoir et qu'elle a vraiment qu'elle lui donne toute sa confiance à ce vieil homme, marqué par la vie et par les ans. Anna en fait garde en elle un terrible secret et elle veut se confier. Elle veut se confier au capitaine Kirk et à la Fédération. Elle a été en fait une ancienne soldate de l'Épire, dont la piratesse. Voilà. Mais elle n'a pas pu cautionner les actes de barbarie, de vol, de raquette et de brigandage que fait l'Épire, cette piratesse. Cette piratesse est terrible, sans foi ni loi, cruelle, arrogante. Elle a une base en fait, une base secrète dans la ceinture d'astéroïdes. Elle l'a trahi, donc Anna a rejoint le camp des Vertans. Et elle ne souhaite plus du tout servir bien sûr les pires. Et donc Anna en fait connaît la localisation exacte de la base secrète de l'Épire dans la ceinture d'astéroïdes. Et elle peut donc leur confier cette information pour rien. Au contraire même, si la Fédération et leur vaisseau, donc cette entreprise, a un moyen de défaire à jamais cet épire, eh bien, qu'elle le fasse. Donc, le capitaine Kirk téléporte Anna à bord de l'Enterprise. Et Anna, donc ensuite, avec Uhura et Spock, renseigne très précisément les coordonnées de la base secrète de l'Épire dans le système d'Everton. Par la suite, Anna est retéléportée sur la planète avec avec McCoy et du matériel médical pour aider la population. Donc, Capitaine Kirk et donc demande à Spock, Uhura et au reste de l'équipage d'ensuite d'aller en salle de réunion pour voir un peu ce qu'ils vont décider de faire. Donc, la réunion sera pour le capitaine Kirk déterminante dans les choix à venir à faire par rapport à Everton et Everton.
Alors, la réunion, bon, commençait donc. McCoy arrive avec Véris, le vieux xénobiologiste. Alors, il est faible encore, il est soutenu par McCoy, mais il est beaucoup plus présentable, propre, barbe et cheveux taillés. Il a un habit civil neuf, donc ce qui quand même réconforte quelque peu les membres de la réunion sur la santé de Véris. Donc McCoy demande au capitaine Kirk si Véris peut faire partie de la réunion, car celui-ci a une information importante à dire sur la problématique actuelle. Donc bien entendu, le capitaine Kirk est très content de voir Véris reprendre un peu du poil de la bête, et bien entendu, Véris est, je dirais, convié à la réunion. Donc le Kirk expose donc la situation. Donc Orudis a menti à la fédération, donc à l'équipage, sur l'objet à récupérer. Et donc ils ont la certitude que Orudis communique avec la piratesse Épire, donc dont sa base est cachée dans la ceinture d'astéroïdes. La collusion est aussi prouvée car elle attaque uniquement la planète Evertan et les rares marchands qui osent encore se rendre sur Evertan. Donc c'est manifeste, Evertan souffre vraiment de l'attaque de la piratesse. Kirk dit que lui-même a trouvé le régent Giles responsable et que il va donc indiquer à la fédération que pour lui, il préférerait que la fédération implante sa base sur Evertan. Donc la parole est donnée à Sulu. Sulu expose la route éventuelle d'approche de la base, de la piratesse Épire. Donc l'entreprise peut s'approcher à peu près à 400 000 km de l'astéroïde sans problème. Le restant de l'approche pourra se faire qu'en navette. Donc c'est bien plus risqué. Bien qu'elle soit petite, la navette, elle est complètement désarmée. Donc même à 400 000 km, l'entreprise peut être repérée si l'astéroïde de la piratesse est équipé de senseurs moyens. Dans le vaisseau de l'Épire doit être moitié moins volumineux que l'entreprise s'il doit manœuvrer dans le champ d'astéroïdes. Donc Scotty quand même rajoute qu'il peut éventuellement armer la navette d'un phaser, qu'il lui faudra à peu près 48 heures pour l'installer. Mais bon, déjà ça sera une installation assez sommaire et risquée par rapport au bloc énergétique de la navette, qui va être soumis à rude épreuve. Mais il peut le faire. Donc McCoy indique donc aux officiers que Véris a encore besoin de repos, que la médication cardiaque a commencé, qu'elle est très satisfaisante, qu'il devra quand même, Véris devra quand même subir une intervention chirurgicale cardiaque. Euh, mais que tout a l'air pour le mieux pour la santé de Véris. Voilà. Donc le vieux scientifique raconte qu'il connaissait Viala, donc la petite fille de Norika, de la reine Norika. Et Viala en fait était une jeune femme comme sa grand-mère, arrogante, orgueilleuse et cruelle envers les troupes et le personnel de maison qui s'occupait d'elle. Elle était incroyablement ambitieuse. Et il est net qu'elle ne rêve que d'asseoir de nouveau le pouvoir de la famille sur Everton et Everton. Il sait qu'elle était gamine incroyablement extravertie, aventurière et tête brûlée. Il sait qu'à un moment, à la mort donc de sa grand-mère, vu que sa mère est morte assez jeune, ben elle est morte quelque temps après la naissance de Viala. Donc Viala est partie. Elle est partie avec des marchands de la Hanse pour voir un peu le monde spatial. Et aussi elle a rejoint aussi des mercenaires. Donc Véris a su qu'elle a traîné facilement une quinzaine d'années dans l'espace.
Il sait que Viala en fait est équipé d'un vaisseau bien plus modeste bien sûr que la classe Constitution, un vaisseau mais qu'il n'a pas reconnu. Il semble de ne pas être de design de la Fédération. Il est bien moitié moins volumineux que l'entreprise, mais il est bardé de phasers. Et alors, il révèle vraiment l'information et il dit qu'en fait, bon, que les pires n'est d'autre que Viala. Que Viala n'est d'autre que les pires. Donc c'est Viala elle-même qui s'attaque à Everton et qui la pille pour peut-être mieux la soumettre. Donc bien sûr, Kirk rajoute que bon, il n'y a plus de doute donc entre la collusion entre Orudis qui est pro Norica et Viala et donc sûrement Viala Pirates, voilà. Donc Aura bien sûr confirme bien que les messages cryptés d'Orudis à travers le satellite géostationnaire partaient bien en direction des coordonnées spatiales de la base de l'Épire. Donc la collusion est aussi prouvée par ces messages. Don Spock indique que le témoignage d'Anna, donc je dirais la bras droit de Giles, a été vraiment, je dirais, très très important. Anna vraiment en a gros sur la patate. Et bon, même si elle a pendant un temps été dans l'équipage de l'Épire, elle ne pouvait plus supporter sa cruauté, son inhumanité. Et elle a préféré rejoindre en fait disons, les victimes de, de Viala. Et elle est de tout cœur, bien sûr, avec la Fédération. Donc elle a permis à Spock en fait d'élaborer le plan de la base de Viala. Le complexe est assez grand et ancien. Il n'a pas pu être créé par Viala, qui ne dispose pas des moyens ni de la richesse pour élaborer une telle base sur un astéroïde. Euh, euh, Anna confirme il n'y a qu'un petit tiers du complexe qui est utilisé, car l'ensemble du complexe est considéré comme dangereux et mortel. Donc Viala, bien sûr, confirme que le vaisseau Anna confirme que le vaisseau de Viala n'est pas de la Fédération, n'est pas de la technologie de la Fédération, ni Klingon, ni Romulienne, ni Andorienne. Il est rapide, manœuvrable et dispose de 2 bordées de phasers. Anna dit que bon, voilà, la petite troupe de Viala est constituée en fait d'une douzaine de soldats armés de phasers. Ils sont relativement bien entraînés. Donc voilà l'ensemble des informations durant cette réunion. Donc Kirk, bien sûr, il y a 2 options. Soit on part vers la ceinture d'astéroïdes et on s'attaque directement à la base en tentant une infiltration sur cette base et une opération avec une Away Team bien équipée et on tente de prendre par la force cette base. Ou alors on fait sortir le loup de la tanière et on monte un subterfuge pour faire en sorte que Viala soit obligé de sortir de la base et que l'Enterprise puisse y tomber dessus. Après de vives discussions, le choix est pris. On va aller vers plutôt l'option d'une attaque sournoise, disons. On va essayer de faire tomber donc Viala et donc les pires dans un piège. Donc Spock manipule donc la bombe virale dans l'espace grâce à un robot. Il déclenche la bombe virale dans l'espace, donc forcément l'humanicide se répand dans l'espace. Donc là, il est vraiment inopérant. Donc il récupère la véritable bombe qui est d'une certaine manière désamorcée. Il a compris à peu près comment il pouvait la réarmer, donc il la réarme, mais bon, elle est vide, mais tout simplement
pour faire croire à Eurydice que la bombe virale est toujours active. Et donc, par la suite, bien sûr, le capitaine Kirk ouvre une communication avec Eurydice et lui dit qu'ils ont bien retrouvé la bombe virale, qu'il confirme donc que les Crabins étaient très agressifs, mais qu'ils ont pu négocier avec un alpha et ainsi récupérer la bombe virale. Et donc le capitaine Kirk, donc bien sûr, serait très content d'entendre le message enregistré. Et donc ils se rendent donc dans le palais d'Eurydice par téléportation. Donc, pareillement, une fois qu'ils sont au palais, ils indiquent donc Eurydice est là. Bien sûr, ils lui remettent la bombe. Et au moment où Kirk, bien sûr, tend l'appareil à Eurydice, il lui renouvelle le souhait d'entendre le message enregistré qui fait que bon, la reine Norika donne les rênes du pouvoir à sa petite fille Viola. Et Eurydice se cache derrière en fait le prétexte d'un code de protection qu'il n'a pas encore retrouvé, donc il ne peut pas débloquer encore le message enregistré. Mais Eurydice dit à Kirk qu'une fois qu'il aura débloqué le code, bien sûr, la fédération, dont le capitaine et ses officiers seront les premiers à écouter le message. Donc bien sûr, Kirk boue intérieurement de cette phrase, après cette phrase, mais il ne montre pas bien sûr qu'il sait. Alors il avoue quand même à Eurydice, Kirk, qu'il est allé sur Everton. Il raconte à Eurydice qu'un pirate attaque Everton, et jamais Everton. Qu'il a bien trouvé des fichiers qui indiquent que les marchands de la Hanse se plaignent d'attaques pirates dans ces systèmes solaires. Et bien sûr que le peuple d'Evertan, qui est un peuple frère, car sûrement de la même colonie originelle, qu'est-ce qu'il a à dire à cela? Et Kirk réaffirme que la fédération entend bien les protéger. Eurydice ne comprend pas, car c'est vrai que Everton n'est pas attaqué par des pirates, et qu'il n'a pas les moyens de toute manière de pouvoir savoir un peu les allées et venues des marchands de la fédération. Bon, Aura comprend grâce à un jet en fait qu'Eurydice ment. Mais ses mensonges sont très fins. En fait, il arrive à dresser le visage d'un homme de confiance, quoi. Il est très très adroit pour cacher ses mensonges. En tout cas, il ne les laisse pas transparaître aussi facilement. Donc Eurydice ne comprend pas bien sûr que la piratesse Épire s'attaque que à Everton. Et donc bien sûr Kirk aussi l'interroge sur un peu la discussion qu'ils avaient eue la première fois. Et il est vrai qu'Eurydice explique qu'il est bien sûr favorable au retour de l'ancien pouvoir, donc de la petite fille. Et qu'il avoue que son homologue, donc le régent d'Everton, ne partage pas du tout sa même conception et que Gilles se refuse le retour le pouvoir de Viala. Pour Eurydice, c'est dommageable et dramatique car il sait que Viala, si elle accédait au pouvoir, elle protégerait les deux planètes de tous les pirates. Et donc Kirk, bien sûr, un peu d'une manière ingénue, lui demande mais comment elle pourrait donc les protéger des pirates. Et là, Eurydice, pour la première fois depuis le début de cette discussion, bafouille. Oui, bon, il dit oui, mais bon, je suis convaincu que par ses voyages stellaires, elle a dû rencontrer du monde, elle doit avoir des appuis.
puis voilà, d'une manière un peu honteuse, vraiment là, par contre, il n'est pas trop difficile que son bobard est à 3 francs 6 sous, pourrait-on dire. Il dit qu'elle aurait un vaisseau et que elle serait bien heureuse, bien sûr, que cette protection soit couplée de la protection de la Fédération. Donc là, Kirk dit oui, d'accord, mais franchement, la Fédération a l'obligation de venir en aide à Everton, qui en plus le demande. Le régent veut de l'aide, son peuple souffre, il est pillé, rançonné, meurtri, il y a des morts suite au raid de la piratesse. Et donc Kirk dit bon, comme vous savez beaucoup de choses de Viala, l'équipage de l'entreprise, dont moi, le capitaine Kirk, représentant de la fédération, tout simplement souhaiterait le rencontrer. Voilà. Donc bien sûr, Eurydice, bon, voilà, Kirk bien sûr lui dit aussi bon que forcément Eurydice va sûrement lui donner l'enregistreur vocal, car ça va être, il y aura sûrement une rencontre au sommet entre Eurydice, Gilles et Viala, pour que si ils veulent transformer justement et créer, partir sur une base, sur une nouvelle base. Bon. Et là, Eurydice, une nouvelle fois, bon, on va comprendre que toutes ces questions commencent un peu à le désarçonner, quoi. Donc Eurydice révèle que oui, d'accord, bon, Viala vagabonde dans l'espace, et il ne sait pas trop quand elle passe par Everton, quoi. Donc là, Kirk continue à enfoncer un peu le clou et lui dit, il lui parle du satellite de communication, de la technologie de la Fédération. Il indique que c'est un bien très cher et logiquement très réglementé. Et qu'il se pose des questions, comment Eurydice a pu s'approprier ou a pu avoir un tel satellite très puissant, qui permet en fait vraiment des communications grande distance, du moins dans le système solaire d'Everton très très rapide. Donc bon, Eurydice se cache derrière que Marchand lui a permis d'en avoir bon, qu'il sait que la possession de ce satellite est réglementée, mais que c'est quand même pour le bien d'Everton. Voilà. Donc oui, tout au long de la discussion, on sent que le discours d'Eurydice est de plus en plus haché, de moins en moins maîtrisé. Donc Kirk signale donc à Eurydice qu'on a fait le tour un peu de toutes les questions et que ils vont rentrer à bord de l'entreprise et que pour son rapport à la fédération, il faut absolument de toute manière qu'il rencontre Viala, car rien ne pourra se faire, ou du moins dans le sens d'Eurydice, s'il ne rentre pas en communication avec Viala. Bon, voilà. Et donc les trois officiers, donc Kirk, Spock et Aura, se retéléportent dans l'entreprise. Voilà. Donc j'arrête là ce petit compte rendu. Hein. Il faut que vous ayez aussi le temps de l'écouter. Et je vais partir sur une cinquième partie, qui sera la dernière partie de ce scénario raconté. Voilà, bon et bien ciao, et donc à la prochaine.